Mais alors tous ces gens, ces urbains qui vont arriver les prochaines décennies dans les villes africaines, où vont-ils aller? Est-ce que c'est dans les assiettes foncières existantes? Est-ce qu'on va réussir à densifier? Parce que c'est quand même une des grandes injonctions. C'est quand même une des grandes injonctions internationales, hein, densifier les villes. Ou est-ce qu'on va être sur le même trend qu'aujourd'hui, c'est-à-dire une diffusion de la ville? Et ça veut dire que si on double la population, il va falloir doubler, voire plus, l'assiette foncière. Donc, comment est-ce qu'on va installer ces centaines de millions, pardon, je reprends, comment est-ce qu'on va installer ces centaines de millions d'urbains dans les villes? D'abord, il faut dire que la dynamique urbaine, l'urbanisation va continuer. Donc, ce n'est pas une force qu'on va essayer d'arrêter. Il y a eu des tentatives dans le passé qui n'ont pas marché. Que faire pour beaucoup de pays? Parce que parfois, il faut s'inspirer des exemples d'ailleurs, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Au Rwanda, au Maroc, ils parviennent, n'est-ce pas, à mieux canaliser ces forces-là. C'est-à-dire avoir une politique assez transparent en termes d'utilisation de sol, par exemple. Vous allez voir dans beaucoup de pays africains, on dit par exemple le minimum pour un espace bâti est de 400 mètres carrés, de 1000 mètres carrés, ainsi de suite, ou bien on fait des zonages qui dit que résidentiel, on ne peut pas construire plus de peut-être 2 niveaux, ou ainsi de suite. Ça sont des mécanismes, des politiques publiques, des lois, des dispositions, n'est-ce pas, qui encouragent. Donc, où est-ce que les gens vont aller? Les gens, quand ces politiques publiques, ces lois, ces plans ne sont pas en faveur d'une intégration qui peut-être pourrait accompagner, n'est-ce pas, une densification, alors les gens vont aller dans l'espace que vous connaissez maintenant en Afrique, ou bien que ce soit les bidonvilles, que ce soit des espaces peut-être pas aménagés, des espaces peut-être à risque, que ce soit d'inondation, que ce soit de terrain, ainsi de suite. C'est là où les gens vont aller. Et ça a été la tendance dans beaucoup de villes anciennes, nouvelles en Afrique, où les gens s'installent là où ils peuvent. La deuxième chose, c'est l'aspect de coût. Le coût de l'urbanisation en termes de mettre en œuvre, quand on sait que l'accès, par exemple, au foncier est un grand défi pour beaucoup si c'est des migrants, de trouver un espace où ils peuvent bâtir. Ça, c'est un espace, c'est un problème important. Et à part la question foncière, il y a l'accès au logement. Quand le logement n'est pas accessible vraiment, ou bien en termes physiques, quand c'est trop éloigné, alors les gens vont s'installer là où ils peuvent trouver peut-être les moyens d'emploi, les moyens de suivi. C'est pour ça que là où ils vont aller proche de l'emploi. Là où il y a les pôles d'emploi, on trouve, n'est-ce pas, une densification. Et en Afrique, vous allez voir que quand on parle de densification, c'est dans les bidonvilles qu'on a les taux de densification plus élevés que dans les espaces dits aménagés. Parfois, c'est comme ça devrait être plutôt des espaces mieux aménagés qui soient densifiés que les espaces non aménagés, moins lotis, qui soient plus denses. Donc, il y a parfois ce constat. Donc, là, les gens partent quand leurs moyens ne le permettent pas, quand l'accès aux fonciers ne le permet pas, quand les lois ne sont pas en leur faveur ou n'encouragent pas. Alors là, on crée un peu d'exclusion et c'est une situation assez répandue dans beaucoup de villes africaines. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de pays qui voient comment résoudre de manière assez soutenue ce genre de problème. De même avec la ville de Kigali, donc les fondations de la ville de Kigali, donc déjà que le Rwanda comme pays, comme c'est un pays qui a une superficie qui est très limitée, qui a une densité en matière de population, dans le cas du pays, qui est vraiment très élevée. Et donc, c'est un peu les modèles que vous voyez dans un pays ou un pays-ville comme Singapour, etc., où à cause de la densité, la gestion assez efficiente du foncier est essentielle pour contribuer au développement économique. Et donc, la base sur laquelle s'est fondé le développement de Kigali, c'était l'apuration des droits de la propriété, l'enregistrement en masse des droits de propriété et du foncier pour permettre donc d'une économie efficiente à base d'un accès transparent au foncier et de minimisation donc des conflits sur la propriété. Et donc, c'est ça la fondation sur laquelle se crée donc le développement de Kigali.
Alors, quand on parle d'extension, on tombe très vite sur les questions des droits coutumiers versus les droits dits modernes. Quel est votre sentiment? Est-ce qu'on peut utiliser la tradition et la coutume pour fabriquer la ville de demain, ou au contraire, on est dans une totale schizophrénie, ou alors on est dans une totale opportunité ou un total opportunisme des gens qui convoquent l'un ou l'autre en fonction de leurs intérêts individuels? Comment est-ce qu'on fait avec ces terrains qui sont autour des villes et que les coutumiers revendiquent? Bon, de toute façon, la ville n'a pas attendu qu'on se pose la question de savoir comment faire pour continuer à grandir. Elle grandit comme ça. Donc, en fait, les droits coutumiers, les pratiques coutumières sont là. Il y a certainement beaucoup d'articulations qui peuvent être trouvées. Et je pense qu'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là, dans un certain nombre de pays, pour pouvoir articuler un type de formation du foncier urbain et de reconnaissance des droits. Un des problèmes qu'on a souvent dans les projets dans lesquels nous travaillons, c'est quand on regarde la question du foncier, on regarde la question des droits, mais on regarde la question de l'administration foncière. Mais il y a aussi d'autres choses. Comme j'ai dit, la façon dont le foncier est produit, dont les lotissements sont créés dans des grandes villes, dans les zones d'extension, complètement en dehors de toute référence à une vision spatiale du développement urbain, c'est là où est le problème. La question des droits, souvent, elle se résout par elle-même. Je ne dis pas qu'elle se résout partout, mais dans beaucoup d'endroits, les gens trouvent une manière d'être au moins reconnus sur leurs droits d'occupation. Et ce n'est pas forcément parce qu'on a un titre foncier que la situation est meilleure dans un certain nombre de villes. Parfois, il faut pouvoir ouvrir aussi sur les différentes options qui sont possibles. Et on travaille beaucoup aussi donc avec nos partenaires dans les pays pour justement voir ce qui se passe dans d'autres pays, apporter des nouvelles options, des options où il peut y avoir des community trust funds, il peut y avoir des options où on se base sur les droits coutumiers, mais on peut les rendre un peu plus communautaires dans un sens urbain. Donc, il y a beaucoup d'options qui sont développées dans d'autres pays qui peuvent être intéressants. Alors, évidemment, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Le foncier, dès qu'on importe la question du foncier, ça prend du temps. Pendant ce temps-là, la ville continue à grandir. Donc, encore une fois, nos méthodes d'intervention des bailleurs en général, on fait beaucoup d'interventions peut-être un petit peu trop limitées, parce qu'on les fait tout seul. Et je pense qu'il faut qu'on change ça aussi. Pas seulement parler de coordination entre bailleurs, mais de vraies collaborations pour avoir des programmes qui puissent s'intégrer dans une vision beaucoup plus longue. On ne fait pas une ville avec un projet de 3 ans sur un quartier qui représente 5% de la ville. Non, on fait un projet sur une vision de la ville à plus long terme, avec une approche programmatique, où on essaye de travailler tous ensemble pour accompagner cette vision. Il faut sortir des petits projets. Bon, c'est important, les petits projets de démonstration, etc., mais on ne va pas changer le de la vie si on reste sur des petites échelles. Et alors, on voit, en tout cas dans les villes africaines, ce copier-coller de lotissement qu'on a absolument... Est-ce que c'est la contre qu'il faut lutter? Est-ce que en fait, c'est la pauvreté de la proposition urbanistique qui émane de ces lotissements qui pourrait être une des causes des problèmes? Est-ce que si on réimagine un lotissement qui prendrait en compte l'environnement, la société qui va y vivre, et que le lotissement n'est pas juste un plan de bornage d'un topographe qui cherche à mettre un maximum de parcelles sur un minimum de territoire, est-ce que là c'est une voie possible? Non, mais c'est exactement ce que vous dites dans la façon dont vous présentez les choses, c'est que pour l'instant, les lotissements ne sont pas faits par les urbanismes et ne sont pas faits par les populations qui occupent ces espaces. Les lotissements sont faits par des géomètres, par des gens du cadastre, mais pas par les gens qui ont une vision de ce que doit être un espace urbain intégré. Il n'y a aucune corrélation entre ces soi-disant lotissements et les plans de développement en général. On crée une ville qui ne peut pas fonctionner avec ce genre de lotissement. Donc, c'est changer aussi la manière de faire ces lotissements, rendre je veux dire, la fonction urbaine à des urbanistes qui travaillent avec les populations pour pouvoir créer des lotissements qui ne soient pas seulement des cases sur un morceau de papier. Je crois que sur le foncier, il y a une chose qu'on ne peut pas, distinguons la gestion foncière de l'administration foncière.
comment on administre le foncier, comment on administre la propriété. L'administration foncière est nécessairement... Il peut y avoir des bureaux déconcentrés de l'État, de la direction des domaines du cadastre dans ces pays, mais ne peut pas être décentralisée. La gestion foncière, en revanche, c'est-à-dire les politiques visant à décider de l'affectation, de l'attribution du sol, de l'usage du sol, ça peut être décentralisé sous le contrôle de l'État pour les secteurs qui ont un intérêt stratégique. Si on revient sur la question foncière, alors on parle dans toutes les études de planification, à chaque fois on semble d'accord, en tout cas les experts semblent d'accord sur le fait que la question foncière est centrale, mais personne ne veut la traiter. Pourquoi cet état de fait? Voilà, moi ça a été aussi mon étonnement et j'ai mis des années à admettre qu'elle était très très difficile à traiter. Bon, il y a plus de 50 ans, bien plus de 50 ans que les États de la région sont indépendants. Ils n'ont pas réussi à surmonter cette question et je pense qu'ils ne souhaitent pas la surmonter. Alors là, il faut revenir, non pas en arrière, mais voir comment se passent aujourd'hui les choses sur le terrain. Et là, c'est commun à tous les pays d'Afrique subsaharienne, tradition civiliste, code civil, c'est-à-dire francophone, lusophone aussi, où j'ai pu travailler. On peut le résumer comme ça. Il y a la question de ce qu'on appelle improprement le dualisme juridique, disons la pluralité des systèmes de droits fonciers, crée des droits qui ne sont pas les mêmes pour les occupants des terrains. Un occupant coutumier, un occupant au titre des régimes coutumiers n'a pas les mêmes droits qu'un occupant qui a un permis d'habiter, qui lui n'a pas les mêmes droits qu'un occupant qui a un titre foncier. Prenons ces trois exemples, il y a une plus grande diversité de régimes de tenure foncière. Mais prenons le coutumier, le détenteur d'un permis d'occuper ou d'un permis d'habiter, le détenteur d'un titre foncier, ou le détenteur d'un terrain sans papier, sans rien du tout. Rajoutons-en un quatrième au départ. Il y a un marché pour chacun de ces terrains, pour chacun de ces types de possession. Il y a un marché avec ses propres règles, ses propres acteurs, ses contraintes, ses limites, son insécurité et ses prix. Si on achète un terrain sur le marché, disons où le terrain n'a pas de papier, on prend un risque. Mais si on arrive à le faire passer dans le champ où il est possible d'obtenir un permis d'occuper, on fait une belle affaire parce que le prix du terrain va être multiplié par 3 ou 4 ou plus. Et si on a réussi à passer, si on passe du permis administratif d'occuper ou d'habiter au titre foncier, on fait une encore bien meilleure affaire, puisque le prix du terrain peut augmenter dans des proportions de 4 à 10. On l'a observé dans tous les pays. Une activité qui absorbe beaucoup d'élites africaines urbaines, c'est de réussir ce passage du non formel au formel et dans le formel de l'autorisation au titre de propriété. C'est d'autant plus facile et c'est là qu'est la grande faiblesse du système de gestion d'administration foncière en Afrique, d'autant plus que cela ne relève pas d'une mise en valeur réelle du terrain, mais ça relève d'une décision administrative qui est prise par le haut. On crée la propriété. Un fonctionnaire, un homme avec un bureau, un stylo, des liasses de papier, un tampon, a décidé de convertir un terrain qui n'a pas beaucoup de papier, ne garantit pas grand-chose, en un terrain qui vaut très cher. Il peut le faire. Bien sûr, il va prendre au passage une partie des surprofits considérables que va faire la personne qui s'est engagée dans cette conversion vers le titre foncier. Et c'est ça qui empêche la réforme. Je pense que les administrations en charge du foncier résistent très fortement à tout changement parce que leurs intérêts personnels et particuliers seront lésés. Il y a eu un très bon exemple ces dernières années au Mali, avec deux ministres qui, l'un à la suite de l'autre, ont tenté de réformer ce système et en particulier de lutter contre la corruption dans l'administration foncière au niveau des directions des domaines et du cadastre. Ça s'est avéré impossible. Ironiquement, on peut dire que du jour au lendemain, les agents des domaines et du cadastre se sont présentés comme les travailleurs des domaines et du cadastre, que l'on voulait priver de leur outil de travail, etc. On retrouvait un discours qu'on retrouve dans d'autres pays. Donc, là, on est dans une situation qui est compliquée. Et j'avais fait un petit papier il y a 2 ans pour la conférence de la Banque mondiale sur l'administration foncière. La corruption dans l'administration foncière est-elle
Est-ce qu'on peut réformer cela? Et la conclusion, c'était que toutes les villes où j'ai travaillé, c'est un lieu commun que d'entendre, vous savez, jusqu'à 50 km autour de la ville, tout a été vendu. C'est pas vrai, mais c'est pas complètement faux. Il va être très difficile maintenant, alors que les États africains dans ces régions avaient une maîtrise foncière considérable puisque l'État était le maître du sol. Ces réserves ont été largement dilapidées au profit de clients de l'appareil d'État, pourrait-on dire, mais aussi de groupes considérés comme des potentielles classes moyennes dont il fallait consolider l'enracinement par des avantages fonciers. Bon. Il faut que les États préservent. La leçon de ça, c'est qu'il faut, et les États le peuvent, préservent des réserves foncières pour pouvoir héberger et construire la ville dans les décennies qui viennent. Et là, c'est un peu compliqué. Donc à vous écouter, parce que la question foncière revient toujours dans la plupart des villes sur un attachement culturel, un besoin culturel, une sorte d'attachement de l'Africain à la terre. Et ce que vous nous dites en fait, c'est qu'on est sur des questions de plus-value foncière et d'économie donc. Vous savez, le discours sur l'attachement quand je travaillais en Asie, on me disait ça, vous savez, hein, les Sri Lankais, les Singalais sont très attachés à la terre, les Thaïlandais veulent être propriétaires de la terre, mais les gens veulent être propriétaires de la terre lorsque la non-propriété se traduit par un risque d'insécurité. Je pense que, je ne sais pas quelle est la proportion des locataires en Allemagne qui ne sont pas propriétaires, des Allemands qui ne sont pas propriétaires, elle est très élevée. On pourrait dire que les Allemands sont très attachés à la terre, comme les Français, on est tous très attachés. Mais on n'est pas nécessairement attachés à la propriété privée du sol, comme le prétendait ou a essayé, comme le prétendent encore des institutions internationales, comme a essayé de l'asséner Hernando de Soto pendant des... On voit, si on parle de foncier urbain, on a toujours le droit tel coutumier versus le droit dit moderne. On a toujours la tradition et quelque part cette idée du modernisme. Est-ce qu'on est dans une schizophrénie? Est-ce qu'on est dans un opportunisme où on va finalement réaliser la tradition quand elle nous arrange et le modernisme quand il nous arrange? Que doit-on prendre? Quel est l'emprunt qu'on va faire à la tradition? Comment on construit aujourd'hui une pensée ou une pensée urbaine africaine en ayant ces deux choses comme ça qui sont soit des oxymores, soit qui nous mettent dans une schizophrénie en allant d'un à l'autre? Quel est votre sentiment? Mon sentiment est le suivant. Mon sentiment est celui d'un gâchis et d'une occasion manquée. Précisément, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je pense que la coexistence de différents systèmes légaux est justement une opportunité pour créer un droit qui soit précisément marqué de la réalité dans les urbaines en Afrique. S'il existe un droit dont on dit qu'il est traditionnel, et d'ailleurs dont il faut savoir que ce droit traditionnel est souvent créé à l'époque coloniale, donc c'est même une création coloniale dans la mesure où c'est la compréhension que le colon a eue de ce que le droit traditionnel était, qui est devenu le droit traditionnel, parce que la plupart des chefferies dites traditionnelles sont en fait des chefferies qui ont été mises en place par le colon dans le but de collecter l'impôt. Et même quand elles sont des chefferies qui sont héritées de traditions multiséculaires, elles ont été réorganisées pour être mises au service du pouvoir colonial. Donc il faut aussi comprendre que même la notion de tradition en Afrique n'est pas aussi pure. On veut nous le faire croire. Donc déjà, il y a ça. Et c'est vrai qu'en disant cela, je sais que ce que je dis sera controversé pour beaucoup de personnes. Mais il y a des études historiques qui prouvent ce que je suis en train de dire. Les écrits de Terence Ranger, par exemple, sur l'histoire du Zimbabwe, qui a d'ailleurs inventé le terme l'invention des traditions. Et ce n'est pas en Afrique qu'on a vu ça d'ailleurs. On l'a vu aussi en Écosse, par exemple. Mais pour revenir à ce que nous disions, pour moi, l'existence de plusieurs types de droits qui sont en compétition les uns avec les autres, c'est une opportunité d'inventer une nouvelle manière d'approcher le droit urbain qui soit spécifique, issue des territoires africains d'aujourd'hui. Et en faisant cela, si on prenait le temps de mettre en place un effort concerté, créer de nouvelles règles de droit qui s'inspirent de ces différents systèmes, on aurait rendu un service extraordinaire aux communautés et même à la vitalité économique des régions, parce que les personnes qui utilisent ces instruments de droit se reconnaîtraient dans ces instruments de droit et éviterait justement les situations ambiguës. L'urbain font aussi aujourd'hui une d'escroquerie dans beaucoup de villes africaines.